Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime au complet pour un nouvel épisode et vous souhaiter à toutes et tous une belle et heureuse année 2026. Qu'est-ce qui va changer pour cette nouvelle saison? Rien ou presque. Pour 2026, on garde les fondamentaux du podcast, liberté de parole, transparence, info exclusive, invité de marque et chambrage. Par-dessus ça, on vient ajouter plein de belles surprises, à commencer par la signature d'un tout nouveau partenaire qu'on vous présentera dans l'épisode. N'oubliez pas, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller bombarder de vues et de pouces bleus notre dernier épisode et vidéo YouTube consacré au Grand Quiz de Noël. Introduction faite, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celle qui va participer à la grande messe chamoniarde fin août, non pas boîtier à la main cette fois-ci, mais bien dossard accroché sur le torse. Margot Lemap, comment ça va? Salut l'équipe, bah écoute ça va vraiment bien là, j'ai bien rechargé les batteries en famille du côté de Châtel, bien profité du ski malgré le fait qu'il y avait quand même pas beaucoup de neige, mais bon il faisait vraiment beau. Et puis ouais, les projets de 2026 sont en train de se construire avec plein de belles choses et bah oui, une CCC. Première semaine du TMB sans accrocher la casquette de photographe. Mais ouais, cette course me donne vraiment envie. J'avais l'opportunité de la faire. Donc voilà, c'est le petit kiff que j'avais envie de m'offrir pour 2026. Celui qui fait son entrée chez les Masters, non pas la pseudo-catégorie M0, mais bel et bien les M1, les vétérans comme on disait à l'époque, mais toujours avec la même passion. Nicolas Martin, comment ça va? Ça va super bien. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. Et oui, les vétérans, ça me fait penser à quand j'étais tout gamin et que je jouais dans le club de foot. Les vétérans, c'était vraiment les vieux, quoi. Et voilà, maintenant je suis un vétéran. Et oui, comme tu l'as dit, j'arrive dans une nouvelle dizaine, donc je passe M1 et j'ai décidé que j'allais ressortir les pointes de cross pour cette entrée chez les Masters. Je crois que mon dernier cross, ça commençait un peu à dater. Il me semble que c'était juste avant le blocus lié au Covid avec les demi-finales à Valence. À l'époque, je ne courais pas si loin d'un certain Baptiste Fourmont. Maintenant, c'est très très loin d'être le cas. Et ça débute dès ce week-end par les départementaux de l'Isère. Et puis, si tout se passe bien et que mon genou me laisse tranquille, j'essaierai d'aller jusqu'en Bretagne pour les championnats de France à Carré. Celui qui n'a pas fini de nous régaler de ses nombreuses vidéos YouTube immersives dans son quotidien d'athlète de haut niveau, et ce pour notre plus grand plaisir, Mathieu Delpech, comment ça va? Salut tout le monde, ravi d'être là pour une nouvelle saison, mais tout roule, de retour à la routine annécienne après une petite période de Noël bien chargée sur les skis. On est allé chercher de la bonne neige dans le Queyras pile au bon moment et les heures se sont bien enchaînées. Du côté pro, malheureusement, pas trop de vidéos YouTube à l'horizon, trop de choses à faire entre l'entraînement hivernal et le développement du podcast, mais il y a quand même des petites idées qui commencent à germer, donc petit à petit on va remettre ça en place maintenant que l'entraînement se passe bien, que la routine c'est bien installée. Enfin, les semaines hivernales, plus de 20 heures d'entraînement commencent à s'enchaîner. Tout roule, l'entraînement est à nouveau sur les rails, donc ça fait bien plaisir. Et enfin, celui qui en 2026 va tenter de conserver son titre totalement officieux de meilleur kiné de France, Théo Robin, comment ça va? Bah, ce titre est toujours complètement fallacieux, mais ça va, la forme, de retour à la maison après un petit tour de France classique pour les fêtes entre la famille et les potes. Et puis on replonge tranquillement dans le taf et surtout vers une prépa qui devrait m'emmener à avaler du béton italien en avril. En tout cas, je suis très content de reprendre le podcast avec vous, les amis. Enfin, n'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui pour qui les Aravis n'ont bientôt plus de secrets, tant il les parcours en large, en long et en travers, et récemment beaucoup sur les skis de fond, on a vu ça. Alexandre Viol, comment vas-tu? Eh bah, tout va très bien, effectivement. Je suis un petit peu en mode hibernation au Grand Bornand. En plus, il vient tout juste de neiger. Ça va neiger tout le week-end, donc on va pouvoir de nouveau ressortir les skis, essayer de faire chauffer les skis de rando. C'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai fait pas mal chauffer les skis de fond dernièrement. Il y avait des très bonnes conditions à ski de fond. Et aussi, on a quand même ressorti un peu les baskets puisque j'ai un dossard ce week-end du côté de Laclusa pour le Bélier Blanc sur le 14 km. L'an dernier, ça m'avait plutôt bien réussi sur le 8 km. Alors, on va voir ce que ça donne cette année avec, pour l'instant, très très peu de kilomètres à pied au compteur. Mais bon, apparemment, le ski permet d'entretenir la forme. Donc on verra ça. Et puis sinon, côté pro, côté Colibri Academy, restez branchés parce qu'on vous annonce très bientôt un nouveau partenaire qui nous rejoint dans l'aventure et puis deux nouvelles recrues.
Avant de te laisser nous donner le programme, Alex, j'ai un petit rappel à faire à tous nos auditeurs. On est vraiment ravis de retrouver tout le monde en ce début de saison. On a beaucoup travaillé sur ce début d'hiver pour prévoir une année 2026 grandiose. On a notamment enfin recruté quelqu'un qui va gérer le montage, la diffusion du podcast et l'animation de la page Instagram. Depuis le temps qu'on vous promet du contenu exclusif là-bas, et maintenant il est temps pour ceux qui l'ont pas encore fait d'aller nous suivre parce que on vous prépare plein de petites choses extra pour 2026. Et évidemment, si ça s'est rendu possible, c'est grâce à nos partenaires. On est d'ailleurs ravis de vous annoncer dans cet épisode, attendez la suite de l'épisode pour découvrir qui est notre premier partenaire annuel qui nous, pour la saison 2026, qui nous rejoint désormais. Et donc, je laisserai Alexandre nous présenter ça plus tard. Mais en tout cas, sachez qu'on réinvestit tout pour faire grandir le bébé. C'est pas un projet qui est lucratif pour nous. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de vous. Vous pouvez, pour nous aider, vous pouvez noter le podcast sur vos plateformes d'écoute. C'est vraiment un gros soutien pour vous, pour nous. Pour vous, ça vous coûte pas grand chose. C'est juste quelques secondes, mais c'est vraiment important, et c'est aussi grâce à ça, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra avoir des invités encore plus exceptionnels pour faire venir des gens sur le podcast, faire des hors-séries passionnants ou même des petites interviews. Souvent, les invités, ils ont tendance à regarder un petit peu les chiffres sur les réseaux sociaux, les évaluations, et ça peut être grâce à vous qu'on peut avoir la meilleure vitrine possible. Et nous, ça nous tient à cœur de vous faire venir les meilleurs athlètes, les meilleurs experts, encore une fois, pour vous faire du contenu encore plus qualitatif. Ce sera grâce à vous. Donc, merci d'avance pour votre soutien. Alex, donne-nous le sommaire. Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par les dernières actus chaudes qui ont marqué les membres de l'équipe et sur lesquelles on avait envie de revenir avec vous. On enchaînera avec nos perles de 2025, notre perf de l'année, notre révélation de l'année et enfin notre coup de gueule de l'année. Promis, on a été gentil. Puis on commencera tout doucement à se projeter sur l'année qui arrive. Chaque membre de l'équipe nous vous dira ce qui l'attend avec impatience en 2026. On poursuivra avec la rubrique conseils où Nico et Théo vous parleront aujourd'hui, période oblige, de modalités d'entraînement hivernal en fonction de son lieu de vie. Puis on terminera, comme à l'accoutumée, par nos recos de la quinzaine où l'on vous annoncera l'une des grandes nouveautés dans le LTQA pour 2026. Mathieu vous l'a dit, l'arrivée d'un nouveau partenaire qui rejoint donc l'aventure et qu'on est très fiers de vous présenter. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir de qui il s'agit. Comme toujours, un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 35, c'est parti. Jingle. Mathieu, micro. Mathieu, micro. Micro ouvert. Je suis quand même épisode 35. Allez, on démarre tout de suite avec quelques petites actus shots qu'on a retenues avec l'équipe et qui ont alimenté la planète trail ces dernières semaines. Avec notamment, et je vais vous demander à chacun de savoir si ces actus, vous cliquez dessus ou pas. Théo Détienne qui part de chez New Balance, est-ce qu'on a envie de réagir dessus? Est-ce qu'on clique dessus ou pas? Je pense qu'il a pas besoin de nous pour faire parler lui, donc on clique pas. Ah, moi, je clique et je pose la seule question vraiment pertinente. Sera-t-il le prochain vainqueur français de l'UTMB? Parce que la partie s'annonce rude, ce qui fait partie d'une génération très talentueuse avec Louison Coiffé, Benjamin Roubiol. Et cette génération doit composer aussi avec la génération qui est un tout petit peu plus âgée, celle de Baptiste Chassagne et puis de celui qui a déjà gagné l'UTMB, Vincent Bouillard. Est-ce qu'on a le droit d'annoncer chez qui va Théo Détienne pour lui enlever un peu de son buzz ou on est gentil avec ça? Mais tu sais où il va, toi, Alex? Nous, bien sûr, je sais. Nous, on sait pas, nous. Disent-ils. Allez, on vous garde la surprise pour plus tard. Mercato encore aussi, on a vu que le jeune Jules Barriot, qui est champion de France espoir de course en montagne, qu'on a reçu dans le podcast l'an dernier, qui poursuit l'aventure avec Brooks, mais cette fois-ci qui va passer chez les grands puisqu'il vient de signer dans le Team Elite. Bon, Nico, j'imagine que tu cliques dessus parce que je pense aussi que tu as contribué un petit peu au fait qu'il puisse monter et franchir un cap pour aller chez les grands. Parle-nous un petit peu de Jules et du fait qu'il mérite amplement sa signature. Alors, j'ai pas travaillé spécifiquement dessus, donc je vais pas me jeter des fleurs alors que je n'ai pas contribué à ça. Non, mais je trouve, l'illustration parfaite de ce qu'a voulu faire Brooks, c'est-à-dire construire une académie pour former les jeunes et puis enfin, forcément, il y a du déchet, mais ceux qui réussissent le mieux passent à l'étage supérieur. Ça a déjà été le cas de Théo Bourgeois, qui a déjà eu maintenant des vrais résultats à l'échelon supérieur. Et puis, c'est le tour de Jules. Jules qui, dès l'année 2025, a montré des résultats dignes du team entre guillemets vraiment Brooks pro, parce que voilà, il a quand même fait une sélection en équipe de France, donc non, c'est la continuité logique
Et bravo à Brooks d'avoir investi dans ces projets pour permettre la formation, comme tu peux le faire aussi avec la Colibri. Une petite news venant de l'UTMB, vous avez dû en grande majorité recevoir un joli petit mail de la part de l'UTMB Group pour présenter sa nouvelle politique de mobilité responsable, annonçant un avantage de 30% d'être tiré au sort sur l'UTMB, la CCC, l'OCC ou l'ETC, pour inciter les participants à une mobilité plus responsable. Est-ce qu'on a envie de réagir dessus, les gars et les filles? Ouais, moi je réagis, moi j'ai pas bien compris la logique de ce truc. Moi je suis issu d'une famille de paysans, les générations passées ont grandi à la campagne et le bon sens paysan c'est assez simple. Quand on veut moins d'impact carbone, eh bien on limite les gens qui impactent le plus et ça ne semble pas être le cas de cette politique, donc j'ai pas trop compris. Alors, l'idée est plutôt bonne de manière généraliste, mais la manière dont elle a été appliquée, notamment le fait de pas vouloir différencier réellement les gens selon leur lieu de provenance, j'ai trouvé que ça avait pas grand sens et que ça faisait un peu greenwashing si on veut vraiment baisser l'impact de l'événement, quoi. Juste un petit calcul rapide, hein, c'est des ordres de grandeur, mais je pense que je peux venir pendant 40 ans à Chamonix avec mon véhicule thermique depuis chez moi. Et si je viens qu'en voiture, j'ai pas le droit à ces 30% de chance en plus. Et quelqu'un qui fera un vol qui pèse 5-6 tonnes de CO2 et qui va faire Genève-Chamonix en bus ou en train aurait le droit à ces 30%. Bon, je pense que voilà, ça aurait pu être l'occasion d'être vraiment un événement sportif moteur dans cette transition en faisant peut-être des choix qui sont plus impactants sur le modèle économique, mais aussi beaucoup plus forts, quoi. D'autres actions? Pas d'autres actions. Nous passons à la news suivante. Florirou, on a reçu aussi un ami de la bande qui vient d'annoncer son nouveau projet d'aventure. Ça va s'appeler Cap à l'Ouest, où après Azimut Nord et sa traversée de la France du sud au nord, il le fera cette fois-ci d'est en ouest. Est-ce qu'on clique dessus? Est-ce qu'on a hâte de suivre les nouvelles aventures de Fleury? Bah ouais, c'est toujours sympa d'avoir des projets un petit peu qui sortent de juste la compétition, des projets qui essayent d'être faits en faisant du sens et de partir un petit peu aussi à l'aventure en France. Moi, je trouve que ça, c'est sympa. Et puis pour compléter ouais, la news, on a une petite news mercato qui concerne aussi Fleury. On a vu que le team Keep s'était débarrassé de 3 athlètes là en ce début d'année, avec enfin du coup en la fin d'année dernière avec Fleury Roux, avec Loïc Robert et puis le troisième Aurélien Sanchez. Et donc on voit que ça fait un petit peu du tri, les politiques changent. Est-ce qu'il y aura une nouvelle recrue chez Keep la question se pose. T'as un petit sourire. Est-ce que t'es au courant, Mathieu, t'as des petites infos? Non, je sais rien, moi. Bon, toujours pas d'infos. C'est les infos exclusives pour l'instant, elles sont pas dans cet épisode, hein. Alors, on avait dit l'année dernière qu'on ne spoiliait pas les C'est vrai. annonces des athlètes, donc on respecte C'est vrai. notre ligne de conduite. On rigole, mais c'est vraiment quelque chose qu'on tient à respecter. Petite dernière news, l'Eco-Trail de Paris, qui a annoncé la création d'un nouveau format de 100 km, donc qui va faire, on va dire, un petit peu concurrence à son format phare de 80 km. On clique dessus ou pas? Ou on s'en fout complètement? Mais on clique très rapidement pour dire que c'est symptomatique du toujours plus qui se passe dans le trail. Et la course trail, elle fait 80 km. Est-ce qu'on a besoin d'un 100 km, à part pour remplir encore plus de dossards et faire plus de blé? Je suis pas sûr que allonger de 20 km autour de Paris ajoute beaucoup de choses magnifiques à la course, quoi que j'ai jamais fait, donc je vais peut-être y aller en fait. On a fini avec les petites news, les amis. Pas d'autres infos que vous avez vu passer sur la toile ces dernières semaines? On est pas mal pour l'hiver. On est pas mal. Allez, on va pouvoir passer à notre petite rubrique concernant nos perles de 2025. On a voulu vous faire un petit focus sur les perfs de l'année, la progression aussi, les révélations de l'année dernière. Et puis, bien sûr, on va vous faire des petits coups de gueule. On se l'autorise une fois dans l'année. On s'est dit que ça pouvait être la bonne occasion pour le premier épisode de 2026 de vous délivrer quelques petits coups de gueule. Mais on va démarrer tout de suite avec là où les perfs de l'année qu'on a retenu l'an dernier. Et on commence de suite avec Margot. Pour moi, il y a absolument aucun doute. La perf de Tove au championnat du monde, c'est clairement la perf de l'année féminine, masculine, tout confondu. C'est le meilleur score ITRA qui a jamais été exécuté par une femme depuis l'histoire du trail. Elle avait clairement le niveau pour faire partie des équipes masculines et jouer avec les gars pour faire monter le classement par équipe de n'importe quelle équipe nationale. C'est
c'est ouais vraiment clairement la plus grosse perf de l'année pour moi. Après, il y en a quelques-unes que j'ai aussi envie forcément de mentionner chez les femmes. Le record du monde d'Axel Mollari sur le KV de Fully. Ouais, c'est 33 minutes. Donc la première femme à passer sous cette barre des 33 minutes. 33 minutes à plus de 1800 mètres heure. C'est du délire total. Elle fait 7e au scratch. Elle met plus d'1 minute à des gars comme Thibaut Barognan ou Xavier Gachet. Donc c'est un peu, j'aime pas forcément comparer avec les performances féminines et masculines. Bon, ça fait 2 fois que je le fais, mais là c'est quand même, ça donne un peu de jugeote sur ce que c'était comme performance. Et puis chez les hommes, je retiens vraiment la gagne de Caleb Olson à la Western à 2 minutes du record de Jim qui a été établi en 2019. Donc le record de la course qui est à 14h09, 14h11 pour Caleb cette année. Et cette année, en plus de ça, c'était une édition qui était historiquement très 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 chaude. Il y a eu en fait un feu de forêt en 2022 qui a brûlé toute une partie du parcours et qui rend en fait plusieurs miles à travers la forêt complètement exposée au soleil. Donc le combo de cette forêt où il y a plus d'ombre plus une année où c'est probablement l'année où on a enregistré le record de température avec quasi 40 degrés dans les canyons, arriver à 2 minutes du record, c'est quand même vraiment vraiment costaud. Donc voilà. Tu voulais nous parler de Cathy à Sierzinal aussi, je crois. Ouais, ça fait pas trop. Non, vas-y. Ok. Non, vas-y. Et sinon aussi forcément la performance de Cathy à Sierzinal qui termine deuxième parmi les plus grandes spécialistes. C'est difficile de compter ça comme la performance de l'année dans le sens où elle a fait deuxième, donc Caroline Kimoutai elle était devant, elle arrive 3 minutes avant Cathy, mais en fait c'est le contexte qui est important et de prendre en compte et caler cette perf là au milieu de la gagne à la Hard Rock et de sa domination sur les mondiaux, c'est quand même vraiment vraiment costaud. Donc perf de l'année, c'est peut-être pas le sens de ça, mais en tout cas je pense que c'est quand même à noter et que c'est un moment vraiment important de 2025. Et on rajoute qu'elle a été aussi championne du monde, bien entendu, et qu'en plus, ça c'était il y a longtemps, mais elle avait fait 3e lors des championnats de France de cross, donc vraiment un grand écart total de la part de Cathy qui est absolument dingue. Qui malheureusement est blessée d'ailleurs en ce moment, qui a fait un post tout récemment pour expliquer qu'elle vivait assez mal sa blessure, mais on lui souhaite bon rétablissement et on lui souhaite aussi une année aussi pleine en 2026 qu'en 2025. Nico, toi tu voulais nous parler un petit peu KV aussi. Ouais, j'ai sélectionné qu'une perf parce que ça me paraît. Enfin, j'ai quand même fait entre guillemets du sport de haut niveau en trail et les 27 minutes 21 de Rémi Bonnet sur KV. Franchement, c'est quand même, je me rappelle plus la vitesse, mais c'est 2200 et quelques mètres heure, hein, je crois. Je pense qu'à mon prime, je sais pas si j'ai déjà tenu ça 2 minutes. Et le gars a fait ça pendant 1000 mètres de dénive continu. Non, c'est complètement fou. C'était à la suite déjà d'une perf quand même absolument folle lors des championnats du monde sur la verticale. Mais là, 27 minutes 21, je pense que c'est quand même un record. Sauf si Rémi Bonnet décide de s'y réattaquer lui-même, qui risque de tenir quand même quelques temps, quoi. Forcément. Théo, ta perf de l'année? Ouais, alors c'est plutôt une saison qui m'a quand même marqué. Bon, celle de Jim, c'est difficile de pas en parler. Et le problème, c'est peut-être qu'on s'accoutume un peu trop à ces performances qui sont absolument incroyables et qu'on les banalise un peu. Mais quand même, pour rappel, en début de saison, il a été vainqueur sur le 100 miles du Chianti face à Kylian et Vincent Bouillard. Ensuite, il a enchaîné en étant vainqueur de l'OCC, qui était sur un format 60 km à cause de la météo. Et puis, il a conclu l'année en étant champion du monde à Canfranc avec la plus haute cote ITRA de l'histoire masculine en ultra trail. Donc voilà, c'était juste pour rappeler la saison incroyable qu'il a pu claquer. Mathieu? Allez, je conclue l'équipe avant de te laisser la parole, Alex. Et juste avant de donner ma sélection, je voulais quand même rappeler que on faisait pas un classement et que l'ordre des performances qu'on a retenues n'avait pas d'importance. On voulait juste sélectionner quelques performances, mais on sait que le trail, c'est des formats et des choses qui sont incomparables. Mais on a juste sélectionné ce qui était marquant pour nous, mais il n'y voyait aucune sorte de classement dans l'ordre dans lequel on les a énoncés. Et moi, j'aurais pu parler de cette personne dans la prochaine section qui va être les révélations de l'année, car elle est toujours pas du tout connue du grand public.
public, mais elle avait déjà quand même gagné les 2 courses des championnats d'Europe en 2024 sur la course en montagne. Et donc pour moi, le gros coup de cœur, c'est pour le doublé à nouveau en grand championnat de Nina Engelhard, l'Allemande, qui sur les 2 formats de course en montagne à Canfranc s'est imposée devant toutes les meilleures du monde. Mais c'est pour sa perf, mais aussi pour ce qu'elle représente en général. La déconnexion et une vie simple proche de la nature, ça semble plutôt lui réussir. Et pour moi, elle a fait ses perfs exceptionnels en 2025 au championnat du monde. Top. Puis moi, pour terminer, effectivement, c'est difficile de sortir une perf plus qu'une autre, mais moi, j'ai fait un peu jouer l'émotionnel et j'ai décidé de choisir la victoire de Tom Evans à l'UTMB. C'est un athlète que j'ai appris à apprécier au fil des années, que j'ai de nombreuses fois vu se casser les dents sur l'UTMB, qui a réussi à faire 3e en 2022, puis qui restait sur un double DNF en 2023 et 2024. Et là, il nous a sorti une véritable masterclass. Donc voilà, je voulais vraiment souligner cette performance qui consacre un athlète hyper complet, hyper polyvalent. Moi, c'est vraiment les athlètes que j'adore suivre et regarder et qui m'inspirent aussi beaucoup. Donc voilà, encore un grand bravo à Tom Evans et pourquoi pas le doubler en 2026, même si je pense qu'il c'est pas sûr qu'il fasse l'UTMB puisqu'il est en pleine préparation de la Hard Rock. On passe à notre athlète révélation de l'année et on va pouvoir commencer avec Margot. Pour moi, c'est Martina Milnarczyk, la Polonaise qui a gagné la CCC cette année, là, en 2025. Alors, révélation de l'année, non, parce que, enfin, elle a quand même fait 2e l'année dernière, donc son nom, on le connaissait, mais j'ai un peu geeké sur son profil et sa progression, du coup, toute sa carrière. Et en fait, elle est hyper intéressante. Elle était son premier sport de haut niveau, c'était la danse classique. En fait, elle était ballerine, du coup, je sais pas si on dit comme ça, danseuse pro, quoi. Pendant 2 ans, elle a vraiment dansé dans un théâtre en Pologne. Ensuite, elle a arrêté, elle a continué mais à enseigner. Et en fait, ça fait que 10 ans qu'elle court vraiment. Donc, elle a 36 ans. Donc, ouais, elle a commencé vers 26 ans. À courir vraiment sérieusement. Et quand on regarde un peu l'historique de ses cotes, c'est vraiment les 3-4 dernières années où elle a fait un énorme bond. Mais l'histoire est belle parce que c'est pas son premier sport. Elle a commencé tard, entre guillemets. Et puis aujourd'hui, elle est vraiment sur les podiums des plus grandes courses mondiales. Et en plus de ça, enfin, j'aime beaucoup la manière dont elle communique sur les réseaux. Elle arrive à parler, à avoir des récits très intimes sur ses courses et à expliquer. Enfin, elle met vraiment du cœur à montrer toute l'ambition qu'elle a dans ses projets pro et sa saison avec une western, un DNF sur la western. Qu'elle avait vraiment préparé minutieusement avec plus de 60 entraînements à la chaleur, des camps d'altitude. Enfin, ça fait presque penser un peu à une rigueur de Woodcroft ou Tom Evans. Et ouais, un DNF sur la western qui lui a vraiment fait mal à la tronche. Elle a remis le coup sur le 40 km du Monte Rosa, où elle a fait vraiment une très très jolie performance. Elle a gagné. Après, il y avait pas une densité énorme, mais c'était quand même vraiment costaud ce qu'elle a sorti. Et puis, bah voilà, sa victoire sur la CCC, c'était trop beau à voir. Et en creusant un peu son histoire, pour moi, elle rentre clairement dans la plus grosse progression là des dernières années. Et en voyant un peu la rigueur et la philosophie de l'éthique de travail qu'elle a. J'arrive à l'imaginer aller encore plus loin, même si elle est déjà très très haut. Donc très hâte de suivre le reste de sa carrière. Et du coup, elle a décroché son ticket pour la Western avec sa gagne sur la CCC et elle apparaît sur la liste de départ. J'ai pas vu de post d'elle le confirmant sa volonté de le faire, mais je pense qu'on la verra et ça donne trop envie de suivre ça. Chouette. Nico. Ouais, moi j'ai retenu l'américaine Anna Gibson. Bon, elle avait déjà commencé à faire parler d'elle en 2024, mais moi ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est en l'espace de 2-3 mois sa médaille mondiale en verticale et puis pour la première manche de Coupe du Monde de ski alpinisme, elle s'est qualifiée avec son compatriote. Je vais pas, il me semble, je vais dire une Cam bêtise, mais Smith.
Ouais, c'est ça, Cameron Smith. La qualification pour les JO en ski alpinisme. Donc peut-être qu'elle deviendra bientôt double médaillée dans deux sports différents au niveau mondial. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite pour les Jeux de Cortina qui auront lieu dans un peu plus d'un mois. Mathieu, toi, tu nous as sorti une belle liste de belles révélations là pour le coup. C'est vrai qu'il y a une ribambelle de noms masculins qui me sont venus en tête. Dur de choisir entre Pierre Livache, Lucien Mermillon, Adrien Briffaut, Virgile Morisset, Thibert Debizet, qui ont tous fait des belles saisons cette année. Des profils bien différents, mais si je devais en retenir qu'un, ça serait peut-être celui d'Adrien Briffaut, parce que c'est peut-être celui pour lequel j'ai le plus d'attente et de curiosité. Il a failli en claquer une très très belle pour une de ses premières courses entre elles, puisqu'il avait pris les devants de Cerzinal pendant un bon moment. Au final, il a terminé 4e, et si vous voulez découvrir son profil un petit peu plus en profondeur, en détail, je vous rappelle qu'on l'a eu en interview exclusive juste après Cerzinal dans l'épisode 27. Et j'ai retenu aussi un profil féminin. Ça serait bien la saison versatile de Elisa Morin, la franco-canadienne, qui a signé en l'espace aussi de quelques semaines un top 10 à l'OCC, puis un top 10 au championnat du monde de course en montagne format up and down. Donc voilà, un profil à ne pas oublier, contrairement à ce qu'on avait fait dans la liste des Françaises à plus de 750 ITRA dans notre grand quiz de Noël, puisque elle est référencée d'abord canadienne sur ITRA, mais elle a aussi la nationalité française. Magnifique. Théo? Ouais, moi c'était plutôt une révélation française sur le trail court. Du coup, c'était Cécile Jarousseau. Évidemment, elle était quand même déjà très connue et très performante en course en montagne. Mais moi, là, en juillet, elle m'a vraiment impressionné avec sa perf magistrale au championnat de France de trail court à Val d'Isère, où pour le coup, il y avait une vraie densité féminine avec l'enjeu des qualifs de Canfranc. Et du coup, voilà, le seul petit regret, c'est qu'elle fut blessée pour les championnats du monde et qu'elle n'ait pas pu se présenter. Mais en tout cas, on lui souhaite bon rétablissement en espérant que la saison 2026, il y a tout qui s'aligne pour elle. Ouais, elle avait une blessure assez récurrente au tendon d'Achille et on devrait la revoir sur les crosses. Elle qui a été je crois, double championne de France de cross long déjà. Donc on a hâte de la voir sur les crosses et surtout revenir en pleine forme sur le trail et la course en montagne. Et puis moi, pour terminer, je vais faire un peu de corporatisme, si je peux appeler ça comme ça. Moi, ma révélation de l'année, c'est Thomas Butez, donc qui fait partie de la Colibri Academy et que j'ai la chance d'accompagner tout au long de l'année. Thomas, c'est un jeune athlète de 24 ans qui court depuis pas très très longtemps, qui a fait du ski à très bon niveau, du ski alpin à très bon niveau durant sa jeunesse, et qui en très peu de temps a une progression assez énorme, et notamment en 2025 où on a tous été très agréablement surpris dans l'équipe du staff, parce que bien sûr on avait des objectifs ambitieux, mais on s'attendait pas à ce qu'il fasse podium au championnat de France et qu'il se qualifie au championnat du monde, et aussi qu'il cote à plus de 900 ITRA sur le cross du Mont Blanc où il a terminé 3e. Donc une vraie belle révélation. C'est un athlète qui gagne à être connu de par sa gentillesse, sa générosité et aussi par sa rigueur, et c'est sûr que ça a payé assez vite pour lui, mais il y a de très très grandes chances que ça continue dans cette voie-là. Donc je lui souhaite en tout cas de tout cœur. Ben voilà, petite révélation effectuée. On va pouvoir passer au petit coup de gueule de l'année. C'est toujours important, je pense, même si on se prive parfois d'en faire trop, de pousser quelques petits coups de gueule pour remettre quelques On met l'église au centre du village. Voilà, exactement. Je cherchais exactement cette expression-là. D'ailleurs, Mathieu, toi qui es bavard, on va commencer avec toi. Et attention pour ceux qui vont en prendre pour leur grade. Allez, c'est parti. Mon petit coup de gueule, ça va être c'est du dépit, puisque du coup de gueule, c'est la disparition dans le paysage médiatique, trailistique, journalistique français, des médias vraiment journalistiques dans leur globalité. Et c'est malheureux, mais tout le monde sait de raccourcis, du putaclic. On creuse plus les sujets, on va plus dans la nuance. On traite plus vraiment l'actualité sportive, mais on traite uniquement l'actualité des stars et de ceux qui ont de la visibilité dans notre sport. Et les pages de médias qui fleurissent sur Instagram, je mets bien entre guillemets là dans mon script médias, qui n'ont pas cédé à la tentation de publier des réels creux sans aucun intérêt, à part ceux de générer de beaux chiffres sur leur page Insta pour ensuite faire des partenariats. Franchement, ces pages-là, elles se comptent sur les doigts d'une main, avec quelques ambitions
amputation, les amis. On est là avec le LTQA pour essayer de faire la résistance à tout ça. On est qu'un tout petit groupe d'irréductibles en France, mais je vais pas citer de médias pour que les autres ne s'en sentent pas visés. Et je vais plutôt, comme j'avais déjà fait par le passé, recommander un média américain qui, pour moi, est vraiment un des médias journalistiques phares dans notre sport. Et ça, c'est Free Trail. Et c'est un média que j'adore énormément pour la qualité de leur contenu, leur droiteur éthique dans leur développement et dans leur ligne éditoriale. Donc Free Trail, Run Free Trail sur Instagram. Putain, du coup, tu nous engages là pour toute l'année 2026 à pas mettre de petits rails un peu plus tacliques, quoi. En tout cas, sans piquer des images non libres de droit, sans repartager des réels d'autres pages qui ont buzzé mais qui n'ont aucun intérêt juste parce que y a un petit hook qui est sympa. On fera peut-être des trucs un petit peu plus tacliques, mais en tout cas toujours pour mettre en avant notre travail et pas piquer le travail des autres si c'est le cas. Parfait. Margot, t'avais tes petites choses à dire par rapport à un petit coup de gueule à passer ou... Franchement, j'ai eu du mal là sur ce truc. Je me suis pas trop attardée sur des trucs qui m'ont saoulée cette année. De manière générale, c'est juste le fait qu'il y ait de plus en plus de marques et plein de marques diverses et tout qui rentrent ou d'entreprises, d'organisations qui rentrent dans le monde du trail, c'est forcément nécessaire parce que il faut faire vivre les athlètes et ce sport et tout. Mais ce serait chouette de voir les athlètes pouvoir rester un peu libres et avoir un peu peut-être moins de prise de parole. Qui sont tout le temps liés à des marques et à promouvoir tout le temps de plus en plus de produits qui ont même pas forcément grand-chose à voir avec le trail. Je trouve que ça a pas forcément sa place. Après, je peux comprendre que sur le modèle économique, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'aimerais juste pas avoir des athlètes qui se sentent obligés d'accepter des partenariats ou de communiquer sur des choses dont ils ont pas envie parce que c'est leur seule manière de pouvoir vivre de ce sport. Nico? Moi, ça rejoint un peu indirectement ce qu'a dit Mathieu, mais moi, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec cette tendance de fond. On commence un peu à avoir du mal à faire la différence entre la performance de l'influence. Notamment, j'aimerais pas être un jeune athlète aujourd'hui qui a pas peut-être beaucoup d'appétence pour les réseaux sociaux, pour la communication, parce que c'est quand même déjà un énorme défi mental et physique que de faire du très haut niveau personnel. Et puis surtout, nous, entre guillemets, ça fait juste de nous énerver parce que on sait faire la part des choses, mais moi, je me rends de plus en plus compte en regardant un peu ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux que les gens finissent par plus faire vraiment la différence, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup de followers, certains font pas la différence avec un athlète qui est performant, alors que des fois, il y a des vraies différences de perf. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être la limite de notre sport, c'est que vu qu'il n'y a pas de référence chronométrique, en gagnant quelques courses, en faisant quelques places sur des courses où il n'y a personne, on peut faire croire qu'on est un athlète de haut niveau. Et ça, j'aimerais bien que ce soit qu'on garde cette distinction. Après, c'est pas pour dire l'un est mieux que l'autre, mais juste qu'on soit capable de faire la différence. Et ça, c'est sûr que les médias ont quand même un rôle à jouer là-dedans. Ouais, les médias, et c'est aussi le rôle des athlètes ou des gens qui sont très influents dans le milieu, d'aussi apporter de la relativité dans leurs performances qui peuvent être parfois très bonnes, parfois moins bonnes, mais de pas trop jouer avec ce flou un petit peu artistique et d'en jouer justement pour se faire mousser un petit peu plus. Ça, c'est aussi la responsabilité de un peu tous les acteurs du trail, en tout cas, je pense. Théo? Ouais, moi ce qui me saoule en ce moment pas mal, c'est la pub pour du matériel pseudo-paramédical qui est censé guérir ou protéger des blessures. Et ça me pose de plus en plus de soucis et ça m'irrite. Peut-être que mon algorithme est très sensible à ça et me le ressort souvent, mais j'ai quand même du mal avec ces marques qui profitent des douleurs des gens juste pour faire du dropshipping. Et je vais pas m'étaler sur la pertinence de ces objets, évidemment, c'est pas très efficace. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que certains athlètes pros et surtout certains kinés finissent par en faire la pub. Et ça, c'est un argument d'autorité, pas forcément un argument qui a une valeur scientifique. Et je me demande juste si ça serait pas plus pertinent de faire passer des messages de bonnes pratiques, que ce soit sur l'entraînement ou sur le traitement des pathologies. Et finalement, du coup, ça rejoint un petit peu ce que disaient Margot et Nico, c'est que voilà, là, on se sert clairement de l'approbation de certaines personnes connues plutôt que de vrais spécialistes sur le sujet. Je citerai pas les marques visées, mais évidemment, certains reconnaîtront assez facilement. Les bandes nasales, Théo, qu'est-ce qu'on en pense? Je pensais pas à ça, mais j'en dis pas plus. C'est stylé, ça, hein. C'est Ouais, méga, ouais. c'est stylé. C'est plus la dernière fois, j'ai vu des gens
putain, je sais plus dans quel contexte c'était, mais je crois qu'il y a des gens qui dorment avec et qui passent leur vie avec leur bande nasale. Voilà, j'ai Et pour le trouvé coup, je ça pense que c'est plus efficace pour dormir et éviter de ronfler que pour augmenter tes perfs et pour avoir un meilleur sommeil. Donc, pour le coup, si moi j'en achetais, si j'en achèterais, ce serait plutôt pour ça que pour courir plus vite. Voilà, avis à tous les amateurs. Et puis moi, ouais, j'avais deux petites choses. C'était, on a parlé rapidement tout à l'heure avec l'Éco-Trail de Paris. Moi, c'est les organisations. Ce qui me gonfle, c'est vraiment ce qui a eu lieu pas mal en 2025. C'est les organisations qui continuent de créer des nouveaux formats de courses sur leurs événements, alors que soit il y en a déjà beaucoup, ou alors qu'il y a déjà une distance qui est phare, comme on l'a dit sur l'Éco-Trail de Paris. Moi, je trouve ça à chaque fois hyper dommage de vouloir se dire, ah, on veut absolument un 100 km, donc il faut en rajouter un. Et très clairement, alors très souvent, je veux pas jeter l'opprobre à toutes les organisations, mais très souvent, comme on peut le voir sur une maxi, ou très souvent les 20 km qui sont rajoutés à la distance phare de 80 km, souvent servent pas à grand chose. Encore une fois, c'est vraiment tout simplement pour ajouter de la distance, parce qu'on se dit que ça va plus plaire, et aussi parce qu'on se dit que ça va attirer plus de monde. Donc je comprends aussi que les organisations veulent faire, sont vives de ça et ont besoin d'avoir des participants, mais je trouve qu'on est très clairement dans l'abus. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien que les organisations protègent des formats un peu emblématiques et formats phares, pour éviter aussi qu'on soit dans une perte d'identification de ces courses phares, et que petit à petit on perde un peu de crédibilité dans ces courses-là. Et puis la deuxième chose aussi, je sais pas si vous le constatez aussi, mais c'est la place que prend, alors l'UTMB, bien sûr on le sait, mais les événements by UTMB, on parlait de fait de se perdre un peu entre performance et influence, et aujourd'hui j'ai l'impression que dès qu'on fait un podium ou un très gros résultat sur une course by UTMB, alors même que soit c'est une nouvelle course, soit c'est une course où il y a très peu de densité, on a tout de suite l'impression que les personnes qui font podium sur ces courses-là ont réalisé des performances de haut niveau. Et ça, je trouve qu'on est aussi en train de créer un flou artistique dans la compréhension du haut niveau et des performances en trail. Donc, j'aimerais bien que les gens aussi prennent un peu plus de recul sur ça, et voilà, prendre du recul sur ça, et arrêter de croire que tout n'est que performance à partir du moment où il y a podium sur des courses. Terminé avec nos petits coups de gueule. Nos petites attentes pour 2026. Qu'est-ce qu'on a hâte de voir et de vivre cette année, Nico? Ouais, c'est un peu dur d'isoler un truc. Moi, je vais dire qu'est-ce que Kylian nous prépare, parce que j'ai vu durant les fêtes de Noël, il s'envoyait des 4000 de D+, sur son tapis. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'il nous prépare pour s'infliger ça? Bon, alors, lui, pour faire 4000 mètres sur le tapis, ça lui prend pas très longtemps, 2h30 à peu près. Donc, je vous laisserai faire le calcul de la vitesse ascensionnelle moyenne. Et du coup, pour rester un petit peu sur Kylian, est-ce que son record va tomber à Sirdinal, soit de la part d'un Kenyan et Philemon Ombrago semblant être le mieux armé pour cela, ou alors est-ce que le record deviendra-t-il suisse dans la continuité de la fin de saison monumentale de Rémi Bonnet? Et puis, de manière plus personnelle, est-ce que ma chérie Jennifer Lemoine fera-t-elle un hold-up sur la plus grande course du monde? Faudra déjà qu'elle commence par se qualifier, mais je lui souhaite une belle aventure autour du gros caillou blanc. Margot? Moi, j'ai assez hâte de voir comment va continuer à évoluer les Golden. J'ai l'impression qu'il y avait eu un peu moins d'engouement cette année. Je sais pas si vous l'avez ressenti personnellement ou dans votre entourage, mais c'est un peu ce que j'entendais à droite à gauche. Donc, je sais qu'ils sont très réactifs et qu'ils arrivent toujours à rebondir pour rendre le truc plus attractif et tout. Donc, je doute pas sur le fait qu'il y aura peut-être des petites nouveautés, ou je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, ou peut-être des nouveaux ou nouvelles athlètes comme Tove ou Nina par exemple. Ce serait fou de les voir sur le circuit. Je pense que ça ramènerait beaucoup d'engagement. Je me permets de te couper juste pour signaler quand même on enregistre, on est le 8 janvier, on connaît toujours pas le calendrier quand même des Golden. Ça, je trouve que ça c'est un des trucs un peu problématiques quand même du circuit, quoi. Ouais, pour les athlètes, j'imagine que c'est pas facile d'organiser une saison autour de ça quand le 8 janvier t'es toujours pas au courant du calendrier. Sinon, les autres trucs que j'attends forcément, je pense c'est le duel Cathy Courtenay sur la Hard Rock, comme je pense
tout le monde attend ça. Et je voulais aussi parler de Tara Dower qui sera aussi présente sur la Hard Rock. C'est une coureuse américaine dont on parle pas beaucoup en Europe. Elle fait beaucoup de très longues distances et elle s'est vraiment concentrée sur des FKT là les dernières années. Et elle en a plein, mais elle a surtout le mythique Appalachian Trail qu'elle a terminé plus rapidement que l'ancien record masculin. Et là, cette année, elle s'est attaquée à Javelina 100. C'est une énorme course aux États-Unis avec beaucoup de densité et elle a fait elle a établi le nouveau record de la course. Donc on la voit descendre un peu sur des distances un peu plus courtes et avec tout son passé d'ultra distance, hâte de voir ce que ça va donner déjà juste sur la Hard Rock et est-ce qu'elle va pouvoir jouer avec les filles devant, hâte de voir ça. Et est-ce que les filles vont passer sous la barre des 24 heures avec cette densité que on n'a jamais vue sur cette course. Et puis sinon, comme chaque année, trop hâte de suivre la Western. Théo? Moi, j'avais pas de grosses attentes particulières pour 2026 à part profiter de la saison sur les événements sur lesquels je serai, et évidemment avec l'académie, mais un profil que je vais pas mal surveiller pendant 2026, enfin surveiller, en tout cas regarder ce qu'il fait, c'est Baptiste Petitjean, l'athlète de chez Millet. J'ai regardé son film avant-hier qui s'appelle Premier Pas, qui est dispo sur YouTube, c'est une 20aine de minutes, je trouve vraiment très cool, et c'est une personne à qui j'ai pu échanger un peu à l'UTMB en 2025. Il est super intéressant, super humain, et il a été pas mal gêné par des blessures cette année, donc je lui souhaite évidemment une très grosse saison 2026 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il a sûrement un très très gros potentiel quand même. L'ancien cycliste de très bon niveau qui a couru. Ça me fait penser d'ailleurs à Benjamin Paulin qui a annoncé, j'ai vu récemment, qu'il allait peut-être plutôt se concentrer sur le trail en 2026 plutôt que sur la route. Donc hâte de voir où il sera. Probablement, j'imagine, sur des trails plutôt roulants. Mais Est-ce qu'on pourrait le voir au France au Ventoux peut-être? ouais, ou moi comme ça, j'aurais dit probablement la Saint-Élion, mais peut-être aussi les Templiers. Je pense que ça pourrait être une course qui lui convient. Je crois qu'il faut faire le 100 km de l'Eco-Trail. Mais le format a été créé pour lui d'ailleurs. Très bien Théo. Mathieu, qu'est-ce que tu attends? Et de mon côté, pas trop d'événements en particulier qui me vient en tête. C'est vrai qu'on est assez tôt dans la saison, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont publié leur calendrier de course. Mais moi, ce que j'ai envie de voir cette année, c'est encore une fois du beau fight et les vrais belles classiques où quasi tous les meilleurs se rencontrent. Ça devient rare de nos jours, des courses qui rassemblent des densités exceptionnelles. Et moi, c'est ça que je recherche. Des courses où il y a du fight, des explosions, et puis parfois des résurrections sur les courses longues. Et là, comme ça, une petite liste de courses qui me vient en tête, c'est la Sky Race des Matezins en France, qui souvent est une des manches de skyrunning les plus denses. Puis ensuite, la classique Zegama, la Western pour l'ultra outre-Atlantique, et puis Sierzinal, la course en montagne qui rassemble les coureurs issus d'horizons différents, puis bien sûr les finales UTMB où quasi tous les meilleurs trailers du monde se retrouvent. Mathieu, tu veux du fight? Eh ben, je vais te donner un événement à suivre l'année prochaine. En mi-juin 2026, un événement où il y aura un énorme fight, puisque ce sera C'est pas dans le Cantal par hasard? en quelque sorte on va dire des championnats du monde du Cantal sur l'UTPMA, l'Ultra Trail du Puy-Marie, où pour le coup, moi, c'est vraiment l'événement que j'attends en priorité, puisque déjà, je vais y participer. Et puis, c'est un événement qui va réunir beaucoup de Cantalous, et notamment, j'ai vu un certain Patrick Bringer dans la liste des inscrits. Donc j'ai hâte de voir à quel niveau le grand Patrick qui a fait top 10 à la TDS en 2025 sera mi-juin. Mais j'allais dire blague à part, mais c'est pas une blague parce que c'est vraiment l'événement que j'attends le plus. Mais en tout cas, vous l'avez dit, on a très très hâte déjà de voir des gros fights sur les grosses manches de skyrunning, forcément la Western, le marathon du Mont Blanc aussi, où c'est toujours un événement assez exceptionnel, où on aura peut-être un athlète à suivre sur le 90, un athlète qui a performé ces dernières années et qui pourrait reperformer cette année. Donc non, encore une fois, très excité à l'idée de démarrer cette nouvelle saison et de faire les premiers gros déplacements avec l'académie. On a fait le tour là-dessus, les amis? Très bien, très bien. Tout à fait. On va pouvoir passer à notre sujet conseil du jour, où Nico et Théo vont vous parler de modalités d'entraînement hivernal en fonction de son lieu de vie. Et messieurs, je vous laisse la parole. Et ouais, c'est parti. Allez, on commence par celui qui est peut-être pas le plus fun, mais qui est accessible à tout le monde, le home trainer.
Alors les avantages du home trainer, un gain de temps, chaque minute sur l'home trainer est potentiellement productive, on peut simuler à peu près tous les exos qu'on peut faire à l'extérieur, on peut ajouter de l'acclimatation à chaleur, on le rappelle, hein, c'est bien d'en garder des petites touches toute l'année quand on peut. Bref, beaucoup d'avantages, hormis peut-être celui qui est la principale limite, la forte charge mentale générée de mon point de vue, parce que c'est quand même pas très ludique. N'ayant jamais cédé personnellement à la caresse via Zwift ou autre plateforme, ça reste pour moi le plus bel engin de torture du monde. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Théo. Ouais, je me permets juste de rajouter qu'il y a d'autres solutions que Swift et qui sont bien moins chères. Il y en a certaines même qui sont gratuites, donc renseignez-vous bien. Il y a d'autres logiciels aujourd'hui qui évitent de claquer, je sais même plus combien c'est, mais entre 15 et 20 euros par mois. Et je me permets aussi de rappeler que une heure de home trainer, ça correspond pas juste à 1 heure de vélo dehors. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de descente et on est tout le temps en prise. Et donc, pour moi, clairement, la dépense qu'on a sur 1 heure de home trainer, elle est bien supérieure à 1 heure de vélo. Mais l'avantage du home trainer, c'est qu'on peut vraiment travailler des qualités assez longues, alors que c'est pas forcément le cas quand on est dehors avec un vélo, notamment pour ceux qui n'ont pas accès à des côtes longues. Ça peut être problématique, par exemple, en Bretagne, de devoir aller faire, je sais pas moi, 2 fois 20 minutes tempo, notamment à cause de la sécurité de la circulation. Donc, c'est vraiment un outil de choix pour travailler l'hiver. Et ouais, en effet, c'est pas facile de faire la fameuse séance Riménez qui dure 45 minutes. Bon, des montées de 45 minutes en continu ou des routes de 45 minutes sans être interrompu, c'est compliqué. Donc le home trainer est un excellent outil. Allez, on passe aux sports les plus emblématiques de l'hiver, le ski de rando ou le ski de fond. Alors personnellement, je serais pourtant plutôt 100% team ski de rando sur le plan de l'entraînement. C'est vraiment, à mon sens, le meilleur sport hivernal pour un trailer, surtout s'il a des objectifs sur des parcours à fort dénivelé. C'est un excellent sport pour faire de la basse intensité, bon, tout comme le ski de fond. La vraie plus-value, moi, que j'y vois, et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de donner à certains athlètes cet hiver, serait de pratiquer aussi des intensités en ski de rando. Alors je vais quand même mettre un bémol là-dessus, c'est que il y a des limites et notamment le fait qu'il faut quand même vraiment avoir du matos léger pour pas avoir trop de poids sur les pieds et notamment créer des limitations périphériques. Donc en gros le musculaire qui va saturer entre guillemets, qui va limiter les adaptations au niveau central. Et on passe sur le fait que dans les deux cas, il faut savoir skier et progresser sur des skis de 44 mm pour le ski de fond ou de 65 mm pour les skis de compète en ski de rando. C'est pas si simple si on n'a pas débuté le ski assez jeune. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi Nico sur l'intérêt du ski de fond et du ski de rando, mais faut quand même rappeler que le ski de rando encore plus que le ski de fond c'est quand même limité à une toute petite partie de la population parce que il faut habiter à la montagne, il faut avoir du temps et c'est souvent réservé globalement que aux athlètes pro. Moi je vois, j'habite à 25 minutes d'Épis, je me suis acheté des skis de rando en dehors du prix. C'est quand même assez difficile de se rendre régulièrement en semaine faire des séances parce que faut monter, prendre la voiture, prendre le matériel, etc. Et ça prend vite 3-4 heures pour faire une séance, donc c'est quand même vraiment très très contraignant. Et moi j'ai une petite interrogation pour toi Nico, j'ai un athlète qui m'a posé cette question et j'ai réfléchi un peu autour de ça. Est-ce qu'on pourrait simplifier en disant que le ski de rando c'est peut-être le plus pertinent pour le trail parce qu'on est dans la verticalité, et alors que le ski de fond serait plus compatible avec des athlètes qui préparent des objectifs sur route? Voilà, là c'est une question de biomécanique. J'avoue, je suis pas spécialiste. Je Un dirais cadeau. que en fait, souvent on fait le raccourci sur le ski de fond avec quand même le style qui est le plus utilisé par la plupart des gens, qui est le style libre. Et donc c'est vrai qu'on est sur un pattern de mouvement qui est quand même assez différent de la course à pied. Après, dans le ski de fond, il existe aussi le classique, qui est pour moi, je pense vraiment, vraiment pour le coup, un excellent exercice. Après, la principale limite du classique, c'est que très souvent les débutants ils débutent par le classique parce que effectivement pour ceux qui connaissent un petit peu, bon, c'est facile de se balader dans les rails. Par contre, faire du classique de manière efficiente, c'est vraiment quand même très très technique, et ça c'est vrai que si on n'a pas appris à en faire jeune ou si on passe beaucoup de temps à apprendre, c'est quand même vraiment dur de faire efficacement du classique. Mais j'aurais pas vraiment de réponse savoir si c'est mieux l'un ou l'autre. Je dirais que de toute façon, le gros avantage de ces sports, c'est qu'ils permettent quand même de cumuler du volume en hiver. Ceux qui sont dans les zones de montagne, et c'est ceux qui sont les plus à même de faire ces sports-là, pour pouvoir décharger un petit peu mécaniquement, par exemple en remplacement des sorties longues, et puis à des moments où par exemple c'est quand même compliqué de faire du vélo notamment.
Je rajouterais un petit truc quand même, c'est que le skating, c'est quand même beaucoup plus taxant d'un point de vue énergétique et c'est difficile de faire 2-3 heures de skating. Enfin, pour le coup, moi, je trouve ça vraiment éprouvant. Alors que le ski de rando, c'est quand même beaucoup plus facile de faire, d'être plus lent et de réussir à faire vraiment de la basse intensité. Moi, je me retrouve que souvent, en skating, dès que il y a une bosse et que ça monte, comme je suis pas hyper propre techniquement, ça fait vraiment monter le cardio et c'est vraiment très énergivore. Et du coup, s'il faut favoriser que la basse intensité, c'est vrai que le ski de rando, pour le coup, c'est un outil de choix par rapport au skating. Du coup, pour qui on a dit un peu, on s'est réservé quand même plutôt aux gens de montagne ces sports-là. Mais moi, il y a un aspect sur lequel je voulais revenir, c'est que même quand on pratique ces sports-là, moi, je suis pas très favorable au fait de stopper complètement la course à pied en hiver, vraiment sur le plan mécanique, ça me semble pas une très bonne idée. Personnellement, j'essaie toujours de conseiller aux athlètes de conserver quand même une base minimale de course à pied pour limiter les problématiques de la transition hiver-printemps. Et j'ai vu récemment passer un réel de Gédéon Pocha qui disait c'est assez facile de passer du trail au ski, par contre c'est beaucoup plus dur de passer du ski, de repasser donc du ski en fin d'hiver au trail au printemps. Donc voilà, garder quand même toujours cette base, même si vous êtes dans des coins de montagne. Je pense aux gens qui peut-être, je sais pas, travaillent en station et vont faire énormément de ski parce que c'est facile, ils sortent de leur appartement et hop, ils montent sur les planches. De toujours garder quand même un minimum de base de course à pied. Ça peut vraiment être juste 2-3 stimulations dans la semaine, mais vraiment de pas être sur zéro contrainte mécanique parce que après, souvent, le problématique, c'est pas de faire une transition, c'est souvent le manque de patience des gens pour faire la transition au moment du printemps. Souvent que des fois, surtout que souvent ils sont en forme s'ils ont fait beaucoup de ski, donc c'est plutôt pour ça. Et puis je crois que tu voulais un peu compléter sur ce point-là, Théo. Ouais, bah t'as dit clairement l'essentiel. Moi, j'aime, enfin, en tout cas sur les athlètes que je peux avoir en coaching, clairement c'est au moins 2 fois de la course à pied par semaine pour garder un minimum d'impact et de pas avoir trop d'adaptation mécanique. Et même pourquoi pas rajouter, si vous avez un gros volume à ski et peu de course à pied, de garder des intensités en course à pied, notamment avec des lignes droites ou des sprints, ce qui permet de générer des grosses forces d'impact au sol et du coup beaucoup d'adaptation. En tout cas, au moins d'entretenir ces adaptations-là et de pas faire 3 mois de coupure de la course à pied parce que là, pour le coup, la reprise, elle devrait être beaucoup trop longue souvent par rapport à ce que la saison le permet. Et puis c'est aussi un choix qu'on avait débattu avec Nico et Matt par rapport à la saison de match. Je sais pas si toi tu voulais donner ton retour là-dessus. Ouais, de mon côté, l'hiver, c'est un moment où j'en profite pour travailler des qualités différentes par rapport aux spécificités des formats que je travaille, mais des choses qui restent intéressantes. Donc, comme on avait fait l'hiver dernier, on avait l'idée de réintégrer cet hiver, maintenir un petit peu les qualités que j'avais développées l'hiver dernier à plat. Malheureusement, j'ai eu un petit tendon d'Achille qui est un petit peu grincé, donc je pense que on va peut-être me remettre ça sur le début du printemps. Et là, je remets les pieds dans les chemins parce que les France vont arriver assez tôt. Et donc, ce que je fais cet hiver, par contre, c'est vraiment la muscu. Donc, c'est un sport qui est complémentaire. Là, j'ai été hyper rigoureux sur la muscu sur les dernières semaines et j'ai senti que j'ai vraiment fait une grosse progression. Donc 2 fois par semaine pour l'instant de la force max là au cœur de l'hiver et ça s'est vraiment bien développé donc ça c'est un bon truc on a plus le temps en hiver de développer ça parce que c'est pas spécifique et puis du coup ouais, de mon côté beaucoup de ski de rando donc j'ai quand même été un petit peu progressif au début pour ne pas trop en mettre et potentiellement retirer sur ce tendon d'Achille mais maintenant que je suis bien adapté maintenant à chaque fois que je monte c'est une bonne excuse pour aller faire du volume là ce matin j'ai fait 3000 Nico m'avait mis une petite séance de PMA du coup les intensités qu'on voulait faire à pied, finalement, on va les décaler sur le ski. Et avec une petite séance très intense en début de sortie, puis ensuite de l'endurance un petit peu sur fatigue. Donc, c'est une belle complémentarité. Donc, voilà un petit peu comment c'est organisé mon hiver et les différents sports. Je viens de temps en temps sur le home trainer, mais c'est vraiment pour compléter quand j'ai pas envie de faire un aller-retour au ski. Et puis comme ça permet de casser la monotonie de la course à pied en été. Et là, je vais augmenter les kilomètres. J'ai toujours eu une petite base entre 20 et 50. Et là, cette semaine, je vais sûrement faire 50-60 et réaugmenter progressivement jusqu'à la fin du mois de janvier. Ou là, pour le coup, je vais commencer à ralentir le ski parce que les championnats de France vont arriver assez vite. On finit par ce qui concerne quand même le plus de gens, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une majorité de la population française ne vit pas dans les montagnes. Pour ceux qui sont hors des montagnes, ou même pour ceux qui sont dans les montagnes mais qui préfèrent faire ça, il nous reste la pratique du cross ou de la course sur route. C'est vraiment des bonnes options hivernales pour souvent casser un peu la monotonie de ce qu'on peut faire, notamment ceux qui font plutôt des compétitions longue distance durant la période trail, aller faire un petit tour sur la route pour dépoussiérer son record personnel ou
ou faire du cross, ça permet vraiment de développer ces qualités qu'on a tendance à négliger quand on fait du trail long. Moi, personnellement, j'adore le cross pour le côté un peu convivial, combat. C'est vraiment l'effort à l'état brut, sans tous les artifices qu'on dénonce parfois dans notre société. Et puis globalement, pour rigoler un petit peu, pour le moment, personne ne roule encore en Lamborghini sur les champs de cross comme on peut le voir durant l'hiver pour le cyclocross. Et ne viennent pas non plus en jet privé. Non plus. Donc voilà, non, c'est vraiment des bonnes options. Alors je dirais pas que c'est. On dit souvent oui, c'est dur le cross parce qu'on court dans la boue et tout. Bon, c'est quand même souvent moins exigeant qu'aller faire du ski de rando par moins 10 degrés, mais c'est vrai que c'est sympa. Ça permet aussi pour nous les trailers. Là, je parle un peu plus des coureurs de haut niveau, mais c'est vrai qu'on va pas toujours au club et ça permet de revoir le club et de se rendre compte qu'on fait tous partie de la même famille de l'athlétisme. Donc j'aime bien de temps en temps retourner sur les champs de cross et je le conseille à ceux qui en ont l'envie parce que c'est vrai que par contre c'est quand même assez dur et souvent c'est assez ludique dans la bataille, mais c'est vrai que les parcours font pas toujours rêver puisqu'on fait souvent des petites boucles dans des endroits qui sont pas toujours exceptionnels. Ouais, je me permets vite fait de compléter l'intérêt de faire de la route. Moi, je trouve ça hyper pertinent pour travailler l'aspect physiologique et du coup, on peut aussi être beaucoup plus précis que pendant toute la saison. En trail, on va être beaucoup soit à la sensation, soit à l'AFC et ça va vraiment dépendre de la technicité et du terrain et de la nature du terrain qu'on va avoir à l'entraînement. Alors que sur route, ben voilà. 5 secondes ou 10 secondes au kilo, c'est déjà une grosse différence sur des allures quand on est proche de nos RP. Donc moi, je trouve ça assez agréable de pouvoir faire du travail très qualitatif, d'être assez précis. Et ça permet aussi d'objectiver très facilement une progression pendant l'hiver. Donc moi, je trouve ça que ça change un petit peu de la philosophie de l'entraînement du trail qu'on peut avoir tout au long du printemps et de l'été. Très bonne remarque, hein. C'est vrai que quand on a des athlètes, par exemple, qui ont fait, je sais pas, une prépa marathon au printemps dernier, qui ont fait leur saison de trail, et puis quand ils reprennent le plat, ils voient que sur des allures au SV1, ils courent sur leur allure marathon du printemps précédent, ou voire plus vite. Bah, c'est vrai que ça permet un peu plus d'objectiver la progression, parce que c'est quand même plus simple à mesurer avant tout, parce qu'on peut aussi le faire en trail, mais c'est vrai que c'est moins simple et ça a plus de limites, quoi. Allez, on reste dans cette rubrique conseils. On a sélectionné, on vous a demandé, les auditeurs, de venir nous poser vos questions. Ça se passe sur le canal Instagram YouTube X. C'est sur ma page perso Mathieu Delpeuch qu'on utilise essentiellement pour vous parler du podcast. Et là, on vous a demandé de nous poser vos questions sur ce sujet de l'entraînement hivernal. Donc, on a sélectionné les meilleures et il y en a des très bonnes. On commence par une pas trop dure de Nico 3 Run. En cas de verglas ou de neige comme à Paris, on préfère le footing tout doux ou alors on privilégie le tapis. Théo, qu'est-ce que tu nous conseilles? Eh ben, c'est une question d'actu. Alors, si c'est un jog, franchement, je dirais fais comme tu veux, tant que ça reste sécuritaire et qu'il n'y a pas des plaques de verglas qui risquent la chute. Mais par contre, c'est vrai que si tu veux faire une qualité, enfin une séance de qualité avec des intensités, moi je sais pas, par exemple 8 x 400, bon, si la piste elle est gelée ou enneigée, ça paraît quand même problématique. Et là, il vaut mieux privilégier le tapis. Et sur le tapis, ça pose pas de souci pour faire une belle séance. Et au pire des cas, t'attends 2-3 jours et la neige devrait vite partir normalement à Paris. Ouais, moi, je en profite pour ajouter juste un truc. Alors oui, faut pas trop regarder la météo quand on fait nos sports avant de sortir. Après, faut pas être débile non plus parce que aller passer à vélo ou prendre des risques parce que la progression, c'est pas une séance ou deux, c'est le fait de pouvoir enchaîner. Et des fois, à trop vouloir bien faire, on tombe, on se fait une clavicule. C'est beaucoup de jours d'entraînement perdu par rapport à avoir fait sauter une séance parce que le temps ne permettait pas de sortir de manière sécuritaire. Alors, on augmente un petit peu le niveau de difficulté de la question. Planification, c'est une question de Prantebrz. Planification de la force en complément du travail de vitesse en période hivernale. Comment doser entre séances d'intensité en salle et celles sur le terrain pour que ce soit qualitatif, plutôt sur un mésocycle? Théo, à toi la parole. Eh ben évidemment, je suis biaisé, je vais dire un grand oui. La muscu, c'est encore beaucoup trop sous-coté chez les coureurs et chez les trailers. L'hiver, c'est une période idéale parce que c'est là où le volume d'entraînement en termes d'heures est généralement le plus bas. Et souvent, moi, je vais conseiller de faire des beaux blocs de muscu pendant l'hiver. Et quand tu es en pleine saison de trail, donc encore une fois au printemps ou en été, ça va être plutôt de passer sur de l'entretien avec des séances de rappel. Et du coup, au moins sur les cycles spécifiques en termes de course à pied, de faire que des rappels. Et les cycles d'avant, on peut vraiment travailler la muscu. Et
ça va dépendre de ton expérience. Au début, le kettle ou les machines guidées, bah, ça semble être pas mal pour commencer, pour se familiariser et puis aussi pour se conditionner un petit peu. Et quand l'expérience, elle arrive, ça peut être plus intéressant de partir sur des poids libres et ou la barre de muscu. Mais en tout cas, il faut faire très attention à ne pas vouloir aller trop vite, à vouloir développer de la force, parce que la priorité, c'est déjà de maîtriser le mouvement avant de charger avec du lourd et de l'intense. Au début, il faut faire aussi attention parce que les séances, elles risquent de laisser des traces. Le corps, il s'adapte, mais ça prend du temps et au fur et à mesure, ça devrait laisser de moins en moins de traces et être de moins en moins gênant. Et en fonction de ça, on peut faire 1 à 2 séances par semaine. 2, ça semble être l'idéal. Et perso, je préfère placer les muscles après les séances d'intensité à pied pour ne pas être gêné. Je prends un exemple typique d'un début de semaine. Le lundi, séance d'intensité à pied, pourquoi pas sur la piste. Le mardi, la muscu. Et le mercredi, on fait soit un jour facile, soit un jour off. Et puis, au sein d'un mésocycle si on prend l'exemple sur 4 semaines, on peut aussi choisir d'augmenter le nombre de séances. C'est un bon levier de progression. Pourquoi pas le premier mésocycle de l'année faire 4 séances de muscu, puis on passe au cycle suivant à 5, puis à 6, puis à 7, puis à 8, etc. C'est un exemple pour progresser tranquillement. Et en tout cas, ce que je tiens encore à rappeler, ce qui compte vraiment, c'est la qualité du mouvement en 1. Et ensuite, il faut garder en tête qu'il faut que le travail soit intense. S'il n'y a ni intensité via la charge, s'il n'y a pas d'intensité par la vitesse ou s'il n'y a pas d'intensité et de difficulté via un haut nombre de répétitions, on risque de ne pas profiter de toutes les adaptations que la muscu peuvent apporter. Et du coup, c'est un petit peu dommage et on va être plus sur de la PPG un petit peu plus classique. Le fameux triangle de Bompa. Il faut être sur les arêtes de ce triangle. Alors, pour approfondir un peu la question, parce que je pense que le fond de la question de notre auditeur, c'était aussi comment on fait pour gérer la muscu et le travail d'intensité. Et alors, bien sûr, ça peut être complémentaire. Néanmoins, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans les 2 cas, ça sollicite beaucoup le système nerveux. Donc, il faut quand même tester et voir si ça nous convient ou pas. Par expérience, je sais qu'il y a certains athlètes qui sont vraiment impactés par la muscu au niveau neuro. Et du coup, c'est compliqué de cumuler du travail de haute intensité et de la muscu dans le même cycle. Ou alors, faut vraiment avoir une priorité de développement. Par exemple, on axe ce développement sur la partie musculation. Sur quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, bah, on va caler 2 séances par semaine, puis 1 séance de haute intensité. Et si on doit arbitrer parce qu'on est un peu fatigué, bah, on va faire plutôt sauter la séance de haute intensité. Et plus tard, on va switcher, on va faire un peu l'inverse et on passera avec une seule séance peut-être de muscu en entretien. Et puis là, on essaiera de développer la haute intensité. Et en tout cas, en tout état de cause, pour cumuler les deux, je pense qu'il faut déjà être sur un volume d'entraînement assez important parce que quelqu'un qui ferait une grosse séance de muscu, il va quand même être fatigué. Est-ce que c'est pas plus pertinent de faire ces séances de muscu une fois qu'il a bien développé en muscu, de passer sur un cycle où on va plus travailler sur de la haute intensité? Bon, à voir, mais je sais qu'on peut vite quand même cramer des athlètes si on cumule trop ces travails qui sont dans les 2 cas des séances entre guillemets de haute intensité. J'ai plus la référence du papier en tête, mais il y a une règle de 3-1 et du coup ça peut s'adapter aux différents profils en fonction du nombre d'entraînements que vous faites régulièrement. C'est en gros toutes les 3 séances d'endurance, faire 1 séance de muscu, ça peut être intéressant, en tout cas sur la phase hivernale, et évidemment ça dépend de ce qu'on met dans la séance de muscu. Et puis quand on dit endurance, c'est endurance. C'est ça aussi la question, c'est que en gros c'est pour 3 séances de course à pied, on fait une séance de muscu en gros, mais en gardant à l'esprit que bah, selon le type de séance de course à pied qu'on fait, ça peut avoir des interférences et que ça c'est très dur de manière générale. Je pense qu'il faut tester sur soi ce qu'on tolère quoi. Allez, dernière question, attention là, accrochez-vous bien, ça va être pointu. Alors, Adrien Jourdan qui nous demande quelles sont les interférences et les complémentarités entre le travail à plat et le travail à 10 ou à 20%. Travail à plat plutôt pour l'ultra, est-ce qu'il faut se focus sur le domaine sévère 5 à 10 km ou le domaine élevé, plutôt marathon, ASV1? Cet hiver, les gars, qu'est-ce que vous nous conseillez? Nico, à toi la parole. C'est vraiment des gros geeks, nos auditeurs. C'est une question qui est quand même extrêmement complexe. Je pense que c'est limite un truc qui pourrait faire l'objet d'une thèse. C'est pas évident de répondre parce que déjà c'est quand même, je pense, très dépendant de l'individu. Je pense que de manière générale, faut quand même pas avoir peur de travailler en côte dès qu'on fait du trail. Je vois pas trop de risques.
Il semble que la littérature, les tests de terrain, ça montre que globalement, on consomme plus d'oxygène en bosse. Donc j'aurais tendance à privilégier le travail en côte quand on veut développer. Mais il y a un petit bémol, c'est qu'il faut que l'athlète soit quand même capable d'atteindre les mêmes sollicitations centrales dès qu'on le met en bosse, parce que bah, à la limite, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le ski d'endo, c'est qu'on peut avoir des limitations périphériques. Donc ça, c'est un peu lié à l'expertise et il faut tester. Sur le travail, les interférences, la complémentarité, bah, les papiers ont plutôt tendance à dire qu'il y a quand même une corrélation entre la perf, entre le plat et des pentes jusqu'à 10-15%. Donc comme je l'ai dit, c'est quand même un peu dépendant des individus. Par contre, il semble que quand on commence à atteindre des pentes de 20%, là, il y a quand même moins de corrélation entre la perf à plat et la perf en pente, quoi. Donc après, là, pourquoi travailler telle ou telle qualité, bah, ça va quand même dépendre de ce qu'on juge étant un point fort ou un point faible chez soi. Et aussi bah, où on habite, parce que du 20% c'est pas tout le monde peut le faire. Bon, maintenant il y a des tapis qui le font, donc bon, je pense que il faut plutôt faire des cycles de quand même, quand on développe quelque chose, plutôt se concentrer. Si on fait du plat, je pense que c'est bien de faire une séquence où on va faire je sais pas, 6 7 8 séances où on travaille par exemple à haute intensité sur le plat, et puis après on passera sur du travail de côte. Bon, les années sont quand même, enfin la saison est quand même longue, donc on a toujours un peu le temps de faire sur la saison un peu de travail de toutes les qualités. Enfin, deuxième partie de la question, alors je pense qu'on peut travailler les deux. Après, si avant de laisser Théo rebondir là-dessus, je dirais que si je devais me limiter à un seul type de travail, j'aurais plutôt tendance à dire dans le domaine élevé, en essayant d'améliorer le SV1 plus que sur la partie sévère. Après, encore une fois, très dépendant des gens, l'avantage des séances qui ont lieu souvent dans le domaine sévère, c'est qu'elles sont un peu moins chronophages. Donc l'intensité, c'est aussi une manière de générer du stress quand on a un temps limité. Donc toujours comme d'habitude en fonction des profils. Mais s'il fallait en garder qu'une, faut que tu serais plutôt pour l'ultra sur le domaine élevé, la durabilité de l'athlète qui va quand même être le facteur numéro 1 pour perfer sur des courses d'ultra. Ouais, pour rebondir rapidement, moi je dirais que ça dépend évidemment, bah, je suis complètement d'accord avec Nico, mais ça dépend vraiment aussi du profil. Et c'est là que c'est intéressant de faire un calcul de vitesse critique par rapport aux anciens tests de VMA. Parce qu'en fait, avec les 2 ou 3 mesures qu'on va avoir besoin pour calculer cette vitesse critique, ça permet de calculer un facteur d'endurance. Et du coup, en fonction de ça, on va pouvoir orienter vers un travail plus ou moins intense et de choisir de développer plutôt le domaine sévère ou plutôt le domaine élevé. Et il me semble qu'on en avait pas mal parlé de ce sujet-là dans l'épisode 32. C'était la vitesse à plat devient-elle primordiale en trail? Et c'était avec Pierre Galbourdin. C'est sorti le 6 novembre 2025, si tu veux creuser un petit peu plus ou le réécouter. Merci beaucoup, messieurs. Nico, Théo, c'était fort intéressant. On invite les auditeurs et les auditrices qui auraient encore des questions, bien sûr, à nous les poser soit sur le canal ou soit à vous contacter directement sur Instagram. On va pouvoir passer à notre dernière rubrique habituelle, les recos de la quinzaine. Mais juste avant de vous délivrer nos recos, comme annoncé dans le sommaire, un nouveau partenaire rejoint l'aventure du trail qu'on aime et va nous accompagner toute la saison. Ce nouveau partenaire, c'est UpTrack. UpTrack, qu'est-ce que c'est? C'est le Netflix dédié aux documentaires de sport et d'aventure, où vous retrouverez des centaines de documentaires, films et séries en lien avec l'outdoor, trail, alpinisme, cyclisme, expédition et aventure, mais aussi une dizaine de masterclass au sein desquelles les grands champions partagent leurs méthodes d'entraînement et leurs conseils, comme François Daen ou encore Courtney Dowater. Merci beaucoup à toute l'équipe de UpTrack et surtout à Edouard et Mathieu pour leur confiance. Grâce à ce partenariat, on va pouvoir vous régaler en vous proposant du contenu exclusif, des recos toutes les plus bangers les unes que les autres, des interviews exclusives d'athlètes, de vidéastes et de réalisateurs, et surtout, car c'est important de faire un geste pour vous remercier, auditeurs et auditrices qui êtes de plus en plus nombreux, avec un code spécial rien que pour vous qui vous permet de bénéficier de 3 mois offerts sur la plateforme sur l'engagement annuel, ce qui revient à un tout petit peu plus de 4 € par mois et 52 € l'année. Le code, rien de plus simple, LTQA, en majuscule, les 4 lettres qui forment le logo de notre podcast. On était déjà consommateurs avec l'équipe, alors foncez faire de même. Vous aurez accès à une bibliothèque de contenu incroyable qui lutte contre la culture du vide et surtout, vous soutenez indirectement le podcast. Donc, merci d'avance. Rendez-vous sur UpTrack. On passe à nos petites recos et on commence de suite avec la reco de Margot.
Moi, je voulais vous parler d'un truc, ça s'appelle Brick, B-R-I-C-K. C'est un espèce de petit magnet que tu utilises pour bloquer et débloquer ton téléphone, enfin des applis sur ton téléphone. J'ai ça depuis 1 mois parce que je me suis un peu rendu compte que j'avais pas trop plus trop la main mise sur ma consommation d'écran et je me retrouvais un peu à scroller sur Instagram sans en avoir eu l'envie initiale. Du coup, voilà, j'ai ce truc. En gros, tu programmes un peu des heures où tu bloques certaines applications. Moi, j'ai bloqué tous mes réseaux sociaux, dont Strava, de 21h à 11h du matin, pour plus trop traîner sur le téléphone le soir et être productive le matin et bien bosser. Et puis dès que je me lance une tâche ou quoi, je bloque le téléphone. Et donc pour le débloquer, il faut que j'aille à mon frigo, que je scanne mon téléphone sur la petite brique. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Donc voilà, après, je sais qu'il y a des applications et tout qui permettent de réguler aussi le temps d'écran, mais globalement, ma reco d'aujourd'hui, de 2026, c'est de reprendre le contrôle sur les écrans qui aspirent nos cerveaux, et il y a plein de manières de le faire. Et pour ceux qui sont bien accros comme j'ai pu l'être, et ben Brick, c'est vraiment vraiment cool et ça marche bien. Théo, ta reco? Ouais, alors moi, ma reco, c'est plutôt littéraire. C'était les vacances, donc j'ai pris le temps pour lire. Et du coup, je vous recommande le deuxième livre de Gaël Faye. Ça s'appelle Jacaranda. Le livre parle d'un métis franco-rwandais qui a grandi dans la région parisienne et qui s'interroge sur l'histoire de sa famille. Évidemment, ce livre, il évoque le génocide des Tutsis au Rwanda aux alentours des années 1994-95. Et l'auteur confirme, l'auteur-compositeur confirme ses talents d'écrivain avec ce deuxième roman qui est vraiment très touchant, et il a été notamment primé par le prix Renaudot 2024. Nico, ta reco? Un podcast qui parlera peut-être un peu plus à nos auditrices qu'à nos auditeurs, mais devraient tous l'écouter. Ça s'appelle Jugeons la justice, pas les femmes. C'est un podcast qui permet de mieux comprendre les comportements sexistes, les diverses agressions que peuvent subir les femmes dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, et puis comment la justice traite ce genre d'affaires, et notamment toutes les limites qu'il y a pour faire reconnaître ces divers comportements et agressions. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui vient pas mal de Jennifer qui m'en parle régulièrement. C'est vrai que quand on est un homme, on n'a pas forcément toujours conscience de tout ça. Et puis en plus, moi, j'ai toujours vécu un peu loin du monde, donc peut-être moins vu tout ce genre de comportement. Mais c'est un podcast il n'y a pas énormément d'épisodes, c'est pas très long, mais ça permet d'avoir une petite vision voilà, du fait qu'il y a encore du chemin pour que tout soit parfaitement égalitaire. Mathieu? Allez, on part sur une reco un petit peu plus légère. Je vais recommander un podcast qui se veut simplement drôle et je crois qu'il n'y a pas trop d'autres ambitions que de faire rire les gens. Ça s'appelle Podcastos, Podcast-2-SOS. De toute façon, comme d'habitude, on vous mettra les liens dans la description de l'épisode. Donc j'avais envie de sortir un petit peu du trail. C'est animé par un trio d'humoristes bien copains, Urbain, Franjo, et moi, mon petit préféré, c'est Pierre Thévenoud. Mais ils ont parfois des opinions bien opposées, et ça amène souvent à des discussions un petit peu endiablées qui partent en débat, beaucoup de vannes et qui font toujours sourire. Et puis pour passer un bon moment, rigoler, déconnecter un petit peu, il est venu remplacer dans ma liste d'écoute le regretté Floodcast. Merci Mathieu. Et puis moi, je commence l'année avec une reco musicale avec la chanteuse Léon, une chanteuse et compositrice d'indie pop suédoise, avec notamment son dernier album sorti en 2022 qui s'appelle Circles, et son titre phare Swaked, S-O-A-K-E-D, qui est le titre que je préfère dans l'album. Elle propose une musique un petit peu dans le même esprit que le groupe australien Royal Otis, dont je vous avais déjà parlé en reco, une musique envoûtante, parfois dynamique, parfois plus mélancolique et mélodique. Foncez, écoutez tout ça. On a fait le tour, les amis, de ce premier podcast de 2026. Et j'invite tous les auditeurs à aller, s'ils veulent encore plus de films et d'actualité, enfin en tout cas de contenu outdoor, bien sûr, à aller sur UpTrack et de prendre l'abonnement annuel avec notre code LTQA. Et d'ailleurs, dès le prochain épisode, on vous proposera des interviews exclusives en lien avec un film qui va sortir sur Mathieu Blanchard et sur sa Transat Café L'Or qu'il a emmené en Martinique. On a très hâte de vous parler de tout ça et de vous faire découvrir qui sont les acteurs derrière la réalisation du film. C'est tout bon.
Merci beaucoup les amis, merci à toutes et à vous. tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 2e épisode de l'année 2026. D'ici là, on vous dit bon entraînement, profitez bien de la neige qui coule à flot dans les montagnes alpines et ailleurs. Et puis on se dit à très vite. Ok, Salut. ciao. Ciao. Salut.